Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler de l'idéologie climatique, le scandale du siècle. Ils veulent nous le faire avaler, surtout depuis là maintenant, là les incendies dans l'Aude, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, donc ils veulent nous faire avaler depuis l'incendie dans l'Aude que tout est dû à cause du réchauffement. On va en parler bien entendu, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et on le fera ce soir avec Laurence Bacchi, qui est journaliste, philosophe, que vous pouvez voir chez nos amis de Nexus, spécialisé dans ce qu'elle appelle l'écologisme. On en parle ce soir, mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, c'est le numéro juillet-août spécial été. N'hésitez pas à vous procurer, à commander. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous avez vos auteurs préférés qui en sont membres. Eh bien, Francis Lalanne, bien entendu, Jean-Michel Derdocher, Pierre-Antoine Plaquevent, Andy Boussiglia, Sylvain Ferreira et tous les autres. Alors, je suis très content de te recevoir, chère Laurence. Merci. Tu as vu, on nous a lâché un peu la grappe en juillet sur la question du fameux réchauffement parce que, bien entendu, en juillet, il faisait pas très beau. Voilà, il faisait pas très beau et il pleuvait et il faisait moins de 30 degrés en été, donc là, c'était un peu embêté. Et puis vient cet incendie de l'Aude où, là, en effet, la propagande revient. La propagande arrive, t'as bien vu, hein, c'est dingue. Alors, il y a celle du réchauffement climatique, donc faite notamment par notre cher Premier ministre, Monsieur Bayrou, hein, qui lui, tout de suite, en tant que climatologue, a tout de suite compris d'où cela venait. Pas du tout du fait que cet incendie pourrait venir d'un mégot, peut-être le mégot de Notre-Dame qui aurait muté. Bon. Ou alors peut-être dans l'idée de vouloir avoir un terrain plus grand pour construire, bon, on ne sait pas. Bon, en tout Pour cas, construire peut-être un champ de photovoltaïque, peut-être. voilà, peut-être. Peut-être. En tout cas, il semblerait que ça soit au même endroit. Bon, Voilà. toujours Mais tiens, est-il parle-nous-en un petit peu de ton petite minute là-dessus, pour ceux qui n'ont pas compris peut-être la référence. Eh ben, en tout cas, donc moi, j'ai pas fait l'enquête, hein, mais il serait question d'une entreprise de fabrication photovoltaïque juste à l'endroit où, ben tiens, mince, il y a eu ce feu. Et les habitants étaient contre. Et donc les habitants étaient contre. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient raison d'être contre, puisque, bon, je ne sais pas si on peut aller sur cette énergie intermittente, mais ça reste une énergie intermittente quand nous connaissons et nous avons des énergies tout à fait, nous sommes en surproduction d'énergie, hein, normalement, notamment avec le nucléaire, et évidemment, ils étaient contre, et voilà, cet incendie arrive là. Bon, j'en sais rien, hein, mais voilà, il y a des coïncidences un petit peu particulières. Alors peut-être que c'est un pyromane ou peut-être qu'on a aidé quelqu'un à le faire là. J'en sais rien, hein, sincèrement. Mais bon, voilà, toujours est-il, c'est que M. Bayrou parle de réchauffement climatique comme étant la cause, que je ne vois pas très bien le rapport avec un réchauffement climatique qui créerait des incendies, puisqu'on le sait, des incendies, il y en a toujours eu. Il y en aura encore, souvent, parfois aussi de façon mal intentionnée. Bon. Il y a aussi cette confusion qui est faite entre un réchauffement climatique, dont on parle du climat. Donc le climat, je rappelle, ce sont des moyennes sur 30 ans, ce sont des prévisions, et malheureusement aussi, quand on parle du climat d'avant, ce sont des faits sur 30 ans, quel climat il y a eu. En réalité, sur la suite, on parle souvent de prédictions qui sont faites avec des modèles informatiques. Donc qui, évidemment, suivant ce que tu mets dans le modèle, ça va être plus ou moins biaisé. Bon. Et on parle aussi, en réalité, et ce dont on nous a parlé beaucoup fin juin et début juillet, c'est de canicules. Canicules qui
supposerait là un effet sur la météo et non pas sur le climat. Donc la canicule, d'ailleurs, y a-t-il canicule? Quelle est la définition de la canicule? Il n'y en a pas. C'est comme le terrorisme. Bah, tu mets tout ce que tu veux dedans puisqu'il n'y a pas de définition. Comment Alors ça, il il n'y a pas de semblerait définition? il n'y a pas de définition exacte. Et quand il y en a une, si tu veux, les seuils changent à chaque fois pour créer des phénomènes d'alerte. Alors, qui dit et qui dit en gros qu'il y a canicule ou qu'il y aurait canicule? Comment ça se passe? Ben, en tout cas, j'ai l'impression que c'est des recommandations qui sont données aux présentateurs météo sur lesquels il y a énormément de pression. Il y a déjà eu des présentateurs météo qui ont été virés. Aujourd'hui, le présentateur, il va te dire s'il faut prendre ton parapluie, s'il faut bien te couvrir. Ou il y a un côté assez particulier du présentateur météo. Avant, quand il faisait beau, on te disait « Ah super, regardez ce week-end magnifique ». Maintenant, on dit « Attention, il va faire chaud ». Attention, il va faire chaud, il va falloir boire de l'eau. Parce que sinon, je voudrais rappeler quand même cet antécédent de canicule de 2003. Cette canicule, effectivement, elle a eu, alors j'avais noté, parce que j'en ai fait sur la chronique à Nexus, elle a fait plus de 15 000 victimes, je crois, parmi les personnes âgées. Et elle a servi à M. Raffarin de nous imposer la suppression du lundi de Pentecôte. Ça, c'est marrant parce qu'en ce moment, on nous parle de 2 suppressions de jours fériés. Je ne sais pas, il y a une. Tout Bon, ça est en peut-être fait, lié. ça n'a pas tenu, ce lundi de Pentecôte, parce que Chirac, à l'époque, donc on est en 2003, il dit, bon, je vois que les gens ne sont pas contents. À l'époque, les gens n'étaient pas contents quand on leur imposait. Il s'est passé des choses qui fait que les gens ne s'indignent plus. Il y a quand même... ou alors, on les écoute plus aussi. Peut-être ils râlent, mais on les écoute pas. Enfin, Chirac, il avait écouté. Du coup, il décide que les écoles, ça fermera comme avant. Enfin, il y aura de la même chose. Donc, les mairies, c'est pareil. Tout le service sera comme avant avec ce lundi de Pentecôte. Bah oui, mais du coup, ça ne va plus entre ceux qui travaillaient et qui sont face à des services qui sont, eux, en jour férié. Ça ne pouvait pas coïncider. Ça a créé évidemment des gens qui ont essayé de faire des négociations. Il y a eu des RTT qui ont été changés. Enfin bon. Donc ça s'est arrêté, cette histoire-là. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire dans le sens où, en effet, suite à ce qu'on appelait la canicule de 2003, on a imposé la fin d'un jour férié. Là, on parle de la fin de 2 jours fériés. Et comme par hasard, sur la semaine, parce que la fin des jours fériés, je crois que c'était fin juin, un truc comme ça, ou début juillet, je ne sais plus. Et ben, comme par hasard, et on a parlé à ce moment-là aussi de canicule. Manque de bol, ça n'a pas duré. Oui. Alors là, pour la canicule, alors figure-toi qu'en plus a été accusé, d'après le journal Le Monde, qui nous disait que à cause de la canicule, dis donc, il y avait plus de noyades. 58% entre l'an dernier et cette année. La canicule, quand même, ça fait des choses absolument terribles. Mais bon, évidemment, et pourtant tout était prêt. On avait aussi ce fameux numéro canicule qui est pas de cette année d'ailleurs. Alors je répète que le 08 00 06 6 6 6 6 6. Ah oui. Alors je sais pas comment ça se passe pour les employés qui répondaient à ce Justement, numéro. toi qui es philosophe et journaliste, voilà, tu viens de parler de ce numéro spécial canicule. Ce projet écologiste, comme toi tu l'appelles, il est diabolique et satanique. En tout cas, on ne peut douter que si l'on empêche l'utilisation des énergies fossiles qui permettent la croissance d'un pays, que ce soit en France ou que ce soit dans les pays en voie de développement, on va vers une pauvreté, une précarité et voire à des taux de mortalité qui augmentent. Est-ce que ça ne correspond pas à une idéologie malthusienne ? Coïncidence. Si on empêche un pays de croître ou on empêche des pays de s'enrichir et de vivre, tu sais, au nom de la sobriété heureuse, il faut se méfier des termes comme ça, parce que ça a l'air d'être ouais, c'est super de se priver, de se restreindre. Maintenant,
ça, c'est de la pénitence. On demande aux gens de faire pénitence. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à de la religion. Mais alors, pas n'importe quelle religion, hein, pas une religion d'amour. Alors, est-ce À que quel type de cette religion? une religion qui est punitive, une religion où tu dois, oui, où tu dois faire des sacrifices. Hein. C'est peut-être que dans l'au-delà, tu seras pardonné, mais c'est pas du tout une religion de joie, une religion de croissance. Au contraire, on te dit la décroissance. C'est pas forcément une idéologie politique, c'est une idéologie religieuse, dogmatique en tout cas. Oui, c'est vrai. Pour le coup, tu as totalement raison. Mais pourquoi aussi, moi j'ai voulu cette émission avec toi, c'est que en fait, on le voit, ce qui est lié au fameux réchauffement, en fait, va changer notre société de bout en bout. C'est-à-dire qu'ils utilisent dorénavant ces arguments pour imposer, comme ils ont utilisé l'argument à l'époque de la crise sanitaire, pour imposer leur narratif, leur vision idéologique et la nouvelle société. C'est-à-dire Alors, que cette nouvelle société ne va pas sans le climat. oui, alors d'autant que effectivement par rapport au climat et la confusion qui est faite avec la météo, ça remonte à la fin du 19e siècle. C'est un projet qui est sur le long terme. Ben, Pour rappeler, explique-le-nous, tu vois, je te laisse le temps d'en parler. Vas-y, explique-le-nous. à partir du moment où on a su observer le CO2, il y a eu cette idée à quoi sert le CO2. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Il y a eu cette idée qu'il y avait le lien entre le CO2 et un réchauffement. Je vais tout de suite résoudre cette énigme. Il n'y a pas de lien entre le CO2 et le réchauffement. De toute façon, il y a 800 ans de décalage et la relation de cause à effet n'y est pas. Donc il y a 800 ans de décalage, c'est-à-dire qu'on peut supposer qu'il y a d'abord un réchauffement qui va créer plus de CO2. Mais ce n'est pas aussi parce qu'il y a plus de CO2 que ça va changer quoi que ce soit. Rappelons quand même que le CO2, ça fait partie déjà de notre respiration. Le CO2, c'est nécessaire au vivant. Le CO2, c'est la vie. Donc, quand tu parles de société qui détruit, qui veut changer la notion de vie, bah oui, s'il n'y a plus de CO2, c'est la mort. Si tu supprimes le CO2, la planète, alors là, réellement, elle se détruit. Le CO2 est fondamental. Il y a eu la création donc, du GIEC en 88, qui a été donc créé par l'ONU, de la même façon que l'OMS est créé par l'ONU. Hein. C'est le même tronc, avec la même idéologie politique mondialiste, fondamentalement. Et on a vu que ça n'a fait que de s'accroître. Du GIEC en 88, on a eu aussi cette autre date très très importante où moi j'ai pris conscience qu'il y avait un problème par rapport au terrain de là où je vivais, c'était 2006. 2006, il s'est passé deux choses, dont une chose dont tu as souvent parlé, il y a eu 2005 en France, hein, là je parle pour la France. 2005, ah tiens, eh ben les Français, on est sûr, ils vont être pour l'Union européenne. Ils vont voter oui au référendum. Ah ben mince, ils ont voté non. Ah, la population, elle n'est pas facile. On croyait qu'elle allait nous suivre, elle ne nous a pas du tout suivis. Donc on doit déjà avoir ce rapport avec la population. D'ailleurs, c'est le dernier référendum qui a été, où il faut lui imposer d'une façon ou d'une autre. Soit en lui imposant de façon rigide, dictatoriale, soit en lui donnant l'impression que c'est elle qui décide, parce qu'en réalité, elle n'a pas le choix. Ça s'appelle aussi le nudge. Bon. 2006, aussi, des choses très importantes, ce film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Al Gore nous dit, et ça s'est d'autant plus renforcé avec lui, et surtout que ça a été diffusé dans les écoles, je ne sais pas si tu avais vu ce film à sa sortie, non. C'est l'alarmisme absolu, on court à la catastrophe. Si l'on ne fait rien, et là on rejoint à une mission religieuse qui a été donnée, si l'on ne fait rien, si vous ne faites rien, vous, humains, nous allons tous mourir, nous allons à la catastrophe. Pas simplement les ours blancs, d'ailleurs, qui ne vont pas du tout à la catastrophe, ceci dit. Bon. Et là, à partir de 2006, il y a eu ce changement au niveau de l'opinion publique et surtout au niveau des politiques.
notamment, là à l'époque c'était Monsieur Chirac. Et Monsieur Chirac, d'un seul coup, qui se moquait des écolos, va suivre la fondation Hulot. Et là, on va revenir aussi dans cette idée du principe de précaution qui va primer. Le principe de précaution, c'est quand même valider toujours le scénario du pire. C'est-à-dire de ne rien faire du tout parce qu'on risque de. Donc, ça va de pair avec l'idée de la décroissance aussi. Donc, ça, 2006, on a aussi pas mal traumatisé. 2006, c'est aussi, notamment à Paris, l'instauration du PLU, mais pas qu'à Paris. Donc moi, là, je parle de ce que j'ai vu. Dans ma rue, dans mon quartier, on a commencé à casser tout un tas de trottoirs pour les faire, genre des trottoirs de Champs-Élysées dans des endroits où il y avait très peu de passages. L'idée, c'était quoi? C'était d'enlever les places de stationnement. Et avec cette croyance que quand tu étais un automobiliste, tu étais coupable. Tu polluais. Tu ne savais pas trop bien quoi. Tu polluais, mais tu polluais pas. Mais tu polluais, pardon. Et tu pourrais te dire, tiens, on va justement réduire la circulation des voitures et puis leur permettre de stationner. Eh bien non, le discours c'était ni circuler, ni stationner. Tu vois ce qui s'est passé avec le ZFE, puis là il y a une nouvelle une réduction aussi de circulation qui s'est produite. En même temps, il y a eu les sacs de caisse. Alors ça, je sais que par rapport au plastique, c'est un peu compliqué pour les gens de comprendre que c'est la même chose. C'est ce même bashing de la même façon pour être dans un dénigrement de tout ce qui est la croissance, de tout ce qui est le confort. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'industrie plastique, nous en France, on était des industries très florissantes avec le plastique. Donc, il y a aussi cette idée de détruire notre économie. Donc, tout ça, c'est ça le réchauffement climatique. Tiens, je ne vois pas si on voit. Oui, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est un outil de spoliation avant d'être un outil d'anéantissement. Parce que la France reste encore un pays riche. C'est-à-dire que cette idéologie, c'est le Great Reset. C'est ce que dit M. Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, c'est ça? Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce « vous ne posséderez plus rien », c'est qu'on a pu comprendre qu'à un moment donné, c'était chacun individuellement qu'on ne posséderait plus rien. Mais avec ce qu'on voit, ce qui se passe notamment en France, le « vous », ça peut être le pays. Le pays ne possédera plus rien. Ça va au-delà de l'individu. Puisqu'on voit bien que l'idée, c'est de nettoyer toute notion même de pays. C'est quoi? C'est le gouvernement mondial, c'est ça? C'est le gouvernement mondial. On peut y voir, via l'OMS, qui est aussi une forme de gouvernance mondiale, enfin, il tente d'être une forme de gouvernance mondiale, à tenter d'être au-delà de la souveraineté des pays, puisqu'a décidé donc cette histoire de pandémie, en plus, qui est quand même très intéressant par rapport au réchauffement climatique aussi, qui est lié aussi au système sanitaire ou d'épidémie, c'est qu'à partir du moment où on est dans l'idéologie d'une One Health, une seule santé, est liée de la même façon la santé de l'humain, la santé de l'animal et la santé de l'environnement. Donc on peut tout à fait décider qu'il y a une épidémie par rapport à l'environnement avec toutes les contraintes que ça peut supposer, toutes les réquisitions d'argent. En réalité, nous sommes en guerre, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que la nouvelle société, le Great Reset, le contrôle, tout ce que ces gens veulent nous imposer ne se fera pas sans l'idéologie du réchauffement climatique. Non. C'est ça qui, quelque part, c'est là où est la fragilité. Si tu touches à ça, si tu touches, j'espère faire partie de ceux qui pourront le faire, d'expliquer que le CO2, puisque c'est vraiment là-dessus que ça se repose, cette histoire de CO2, et tout s'écroule, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. Ça n'a plus aucun sens. À partir du moment où pourquoi ça s'écroule? À partir du moment où le CO2 n'est plus coupable, la taxe carbone,
la compensation carbone, toute la spéculation autour du carbone ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, tu achètes des fleurs, il y a marqué déjà ton taux de carbone que tu as utilisé. Tout est autour de se carboner, de se décarboner. Tous les choix sont faits en fonction du carbone. Je ne parle même pas de l'idée que tu aurais un portefeuille qui te dirait par rapport à ton taux de carbone, tu peux faire ci ou tu ne peux pas faire cela. Donc effectivement, cette société-là qui, en plus, tu y adjoins le numérique. Donc d'un hyper-contrôle, la consommation de CO2, c'est ce qui est nécessaire pour toi, pour ta vie, même de chaque individu. Il n'y a plus de CO2, tu ne vis plus. Donc effectivement, le réchauffement climatique, cette idée alarmiste, parce que ce n'est pas le réchauffement. Le réchauffement, s'il serait, ça serait de 1,5 degré, et encore, à quel endroit? Pas partout. Est-ce que vraiment un réchauffement de 1,5 degré est effrayant? Donc on emploie des... Est-ce que c'est effrayant? Répondons à la question. Écoute, enfin, enfin, je sais pas, 1,5 degré, quoi. Non, mais évidemment, mais ce que je veux te dire, c'est que, est-ce que, parce que voilà, on nous en parle dans les médias comme si c'était la fin du monde. Mais 1,5 degré, est-ce que ça créerait les fonds de glaciaires comme ils veulent nous montrer à chaque fois, tu vois? Est-ce que ça a des conséquences, 1,5 degré? Voilà, non. donc Il n'y a même pas, si tu veux, là, c'est vraiment l'intuition, quoi. Tu te doutes bien qu'1,5 degré, mais c'est pas ce qu'on dit aux gens. On dit pas aux gens que c'est 1,5 degré. On leur dit réchauffement, on leur dit dérèglement, on leur dit même ébullition. C'est-à-dire qu'on est sur des prédictions sur du virtuel. On leur dit pas 1,5 degré. 1,5 degré, c'est ce que l'on comprend quand on lit François Gervais, Christian Gérondeau, Benoît Ritaud et autres. Si les gens comprenaient que ce réchauffement qui en réalité est cyclique et qui en réalité, quel plaisir que d'avoir 1,5 degré supplémentaire, c'est pas ça que... Et en plus, on a tellement terrifié les gens, et surtout des jeunes, qu'on a culpabilisé en plus, à qui on a donné une mission religieuse, comme je disais tout à l'heure. Tu leur dis 1,5 degré, ils comprennent peut-être 100,5 degrés, j'en sais rien. Il y a une perception des choses qui est complètement erronée. On a beau te donner des éléments concrets, quand tu es dans la peur, on l'a vu justement par rapport au Covid, la moindre information devient source d'angoisse. C'est-à-dire que tu as beau donner des éléments qui ne devraient pas terrifier, ils terrifient. Parce que les gens sont placés, ça c'est quand même une instrumentalisation, à avoir peur de tout. Toute annonce est dans l'idée qu'il va se passer une catastrophe. Mais moi, tu as totalement raison. Moi, je vois les parents de mon âge ou plus jeunes. Quand par exemple, je vais prendre un exemple. Quand j'ai appris à rouler en vélo, faire du vélo, bon, on me mettait sur un vélo et roule, et puis voilà, quoi. Là, dorénavant, on met les casques, les coudières, les genouillères, la coquille, les machins, la genre de gants, là, je sais pas quoi, les 4 roues. Vas-y, mon fils, roule. Et, tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'on surprotège. On surprotège les gens. On surprotège, on crée de l'angoisse, et on le sait, moins on prend de risques, moins on en prendra. Le risque, c'est une habitude à prendre, mais en plus, on te dit quand même, ce qui pourrait presque faire sourire, c'est que le ciel va te tomber sur la tête. C'est ça un peu d'une certaine façon. Et en plus, il y a sur quoi sont basées ces prédictions et non pas des prévisions. Ces prédictions sont basées sur des modèles informatiques. Comme Claude Allègre en parlait, il parlait de ce dieu ordinateur qui a fait recycler pas mal de météorologues en climatologues. Et on a cru, et c'est là où ça devient aussi un petit peu inquiétant, au-delà du réchauffement climatique, c'est l'IA.
l'IA qu'on est en train de vénérer comme si l'IA allait nous donner des vérités, de la même façon qu'on a cru que l'ordinateur, plus il était performant, plus il allait nous donner de vérité absolue. C'est complètement faux. La réalité, c'est que même si l'IA est un outil extraordinaire qu'il va falloir apprendre, j'espère qu'on aura des dirigeants qui nous permettront non pas d'utiliser l'IA comme un outil, enfin non pas comme un outil, ce qu'il devrait être, mais comme quelque chose pour asservir les gens, pour leur dire c'est ça qui décide à votre place. On a décidé que l'ordinateur, ces modèles informatiques, allaient dire la vérité. Et il y a des gens qui ont cru et des gens qui croient encore. Justement, comment on, voilà, quels sont ces modèles informatiques? Qu'est-ce qu'on y met dans ces modèles informatiques? Parce que là, les gens qui nous regardent doivent savoir. Eh ben, par exemple, on va y mettre voilà, sur telle région, les chiffres qui a pu être entrés sur la pluviométrie, sur l'ensoleillement, pour en fait donner ce qu'il est possible qu'il soit. Mais à chaque fois, sur les différents modèles, aucun ne dit la même chose. Mais le GIEC va choisir les chiffres les plus inquiétants, puisque l'idée, c'est toujours de choisir ce qui fait de l'alarmisme, parce que sans alarmisme, ils estiment que personne parlerait de ce problème-là. Donc, par exemple, dans les modèles, on ne sait pas encore très bien gérer les nuages. Et les nuages, c'est quand même très important par rapport à la température, par rapport à l'humidité, par rapport au réchauffement au sens général du terme. Donc, il y a tout un tas de données qu'on ne sait pas rentrer. Puis, suivant ce que tu rentres, ça va donner des scénarios. Des scénarios, pas la réalité, des scénarios, encore une fois. Et de la même façon que si je ne sais pas si tu t'es déjà exercé sur l'IA, si tu lui donnes des informations, l'IA va créer ou va te répondre par rapport à ce que tu as demandé, mais parfois, alors c'est là où c'est peut-être un peu plus intéressant, c'est qu'elle va aller voir encore au-delà de ce que tu vas demander, mais elle ne peut pas avoir tous les éléments, l'informatique ne peut pas avoir tous les éléments. Oui, parce qu'il faut dire aussi une chose sur l'intelligence artificielle. Lorsque l'intelligence artificielle ne sait pas, l'intelligence artificielle ne peut pas te dire « je ne sais pas ». J'ai testé, hein, ça pour le coup. Et donc, qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle? Elle va inventer des réponses. Elle est humaine, alors, presque. Et oui, oui, elle va inventer des réponses. C'est-à-dire que, parce que, en fait, l'intelligence artificielle regarde des données là où on lui permet de regarder des données. Mais si cette donnée-là n'est pas là où elle peut naviguer, donc elle ne sait pas, elle va inventer et elle va inventer d'une manière crédible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une réponse qui peut être la réalité. Mais cette réponse, elle peut être plausible. Elle peut être plausible, mais elle est inventée. C'est là où c'est très inquiétant, parce que si on n'a pas bien compris ce que permettait l'IA, qui peut être extraordinaire, moi, ce qui m'inquiète d'ailleurs par rapport à l'IA, bon là, c'est vrai qu'on change un peu de sujet, mais quand je vois comment les gens avec leur smartphone, mais c'est peut-être la même chose aussi par rapport à être dans cette obéissance-là, dans cet asservissement, quand je vois comment le smartphone sert à rendre les gens complètement addicts, qui n'ont pas la capacité à s'en détacher, à en faire des outils, comme on fera pour l'IA, comme on a fait, comme on devrait faire aussi sur les prédictions climatiques, qui peuvent être des outils, mais certainement pas de te dire ce qui est. Le fondamental quand même, c'est de savoir revenir au terrain. Et c'est vrai que c'est un fantasme de croire qu'on est capable de voir le futur, mais c'est un fantasme. Le problème, c'est que si c'était tout à chacun qui dit tiens, oui, j'ai le fantasme de savoir ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est des scientifiques qui parlent. Et des scientifiques qui parlent étonnamment, de consensus scientifique. Justement, est-ce que ce consensus, soi-disant consensus, parce que à chaque fois on me la ressort, est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est en réalité? Pour moi, le consensus scientifique est un oxymore. C'est-à-dire que la science est l'art de poser des questions, d'émettre des hypothèses qui vont
être réfuté ou pas, c'est justement ce que nous explique le philosophe de science Karl Popper, c'est-à-dire que c'est scientifique si l'on peut réfuter une hypothèse. Consensus scientifique, c'est tout l'inverse. Ça suppose que tout le monde s'est mis d'accord. C'est pas de la science, ça c'est de la politique. Donc quand on te dit parce qu'il y a consensus scientifique, ça veut dire que c'est vrai, déjà dire que la science est vraie, ça ne peut pas être vrai. La science n'est pas fausse, en tout cas quand elle est faite avec je sais pas, scrupules, éthique, sincérité, mais elle n'est pas la vérité. Donc ce consensus scientifique confondu avec la vérité, tu vois bien que là aussi on revient sur un domaine religieux, enfin une religion fanatique. Donc consensus scientifique, et c'est ça, c'est peut-être un problème à l'école. Normalement, en sixième, tu devrais dire, depuis tes cours de physique, chimie de sixième, quelqu'un qui dit consensus scientifique, tu devrais dire non, ça ne va pas, c'est pas possible, consensus scientifique. Et là, on te dit, quand il y a consensus, bah alors c'est que c'est vrai. Cette notion de douter, tu vois, regarde ça aussi. Accuser des gens d'être climato-sceptiques. Mais enfin, ça devrait rire, ça devrait être une blague. Bah, fondamentalement, un scientifique ne peut être que sceptique. Enfin, c'est une des qualités premières d'un scientifique que d'être sceptique. Et c'est devenu une insulte ou un dénigrement absolu en disant t'es pas vraiment scientifique. Mais c'est peut-être le scientifique qui n'est pas sceptique qui ne le laisserait pas, ou en tout cas qui n'a pas l'attitude scientifique. Mais j'imagine que derrière ça, parce qu'il faut imposer ce narratif, eh bien, il y a des grandes sociétés, il y a des grands médias, il y a beaucoup d'argent derrière et des gens qui en vivent. Oui, alors, est-ce que c'est de la corruption forcément? Alors, c'est marrant parce qu'on trouve toujours Monsieur Gates. Hein, très souvent, il est là. Voilà, il faut savoir que Monsieur Gates a aussi investi dans des vaccins par rapport au roe des vaches. Tu vois, comme quoi tout se cumulait, hein, puisque tu sais que le roe des vaches, ça crée du réchauffement climatique, il paraît. Ah, je pensais que c'était les pères. On parlait des pères, mais là maintenant les roes. D'accord. C'est les roes. Okay. Alors les roes qui émettent du méthane. Et le méthane, pour ne pas embrouiller les gens, on a fait un système d'équivalence CO2. Donc le méthane vaut tant de CO2, puisque l'idée c'est que de tout transformer, de tout calculer en fonction d'un taux CO2 de quelque chose. Voilà. Donc vivre produit du CO2 et peut-être même vivre et pollue la planète. Et donc peut-être aussi de là d'où vient la fameuse envie de dépopulation, peut-être même. Oui, alors elle vient pas de là. Je pense que l'idée de dépopulation est une idée au départ. L'idée qu'il y a de la pollution, donc des déchets, du fait de la surproduction ou autre, parce qu'il y a trop d'humains sur Terre. C'est ce que pensait aussi Jacques-Yves Cousteau, c'est ce que pensait... Et de là, tout mettre sous forme de CO2 permet aussi de justifier sans doute moins de gens, puisque les gens produisent du CO2 aussi. Je pense que le CO2, c'est c'est ce qui peut expliquer, justifier cette idée de dépopulation qui est un peu difficile à admettre, parce qu'en plus, ceux qui en parlent ne sont pas ceux qui ont décidé de partir. Je ne pense pas que M. Gates a décidé de se placer en exemple pour disparaître. Je ne pense pas. Ni M. Soros, ni... Donc, ceux qui doivent disparaître, ce n'est pas eux. Mais je pense que l'origine est là. Il y a une espèce de misanthropie, il y a une espèce aussi de se déclarer élite, donc au-dessus des autres, avec une population dont on va faire ce dont on a besoin, et puis il y aura les inutiles. Il y a cette notion d'utile et d'inutile. Donc je pense non. Le CO2, c'est vraiment quelque chose qui est dans le narratif, qui donne une justification. Mais pourquoi le CO2 a-t-il été aussi pris à partie? Est-ce que l'on sait d'où ça vient?
Alors, ça vient aussi, il y a beaucoup eu Al Gore qui a parlé Bien sûr. de ce CO2, de cette culpabilisation du CO2. Alors, il y a eu effectivement, excuse-moi, parce qu'au début, ce CO2, il devait plutôt créer un refroidissement. Hein. Parce que ça a changé entre-temps. Pourquoi ce CO2? Tu vois, c'est assez étonnant. CO2 égale carbone. Et quand tu entends décarboner, tu penses à quelque chose de noir, de sale, etc. Alors que le CO2, c'est invisible quand même. Hein. Il y a toute une sémantique aussi au niveau du terme qui ne correspond évidemment pas à la réalité du CO2. Il y a eu effectivement au tout début, donc 19e siècle, cet observatoire du CO2 et sans doute une mauvaise interprétation des courbes qui ont supposé une juxtaposition entre CO2 et climat. En réalité, il n'y a pas vraiment de lien, ou en tout cas, s'il y a un lien, c'est un lien parmi 100 000 autres paramètres. D'accord. Mais le CO2, c'est quand même pratique parce que si le CO2, ça touche tout. Ça touche effectivement les énergies fossiles, mais ça touche le vivant. Donc tu retires du CO2, tu retires la vie. Ou en tout cas, tu contrôles la vie. Oui, parce que j'ai vu dernièrement une vidéo de Lina qui expliquait dans les années 70 que nous allons vivre justement un refroidissement climatique. Alors, j'aurais voulu la montrer, malheureusement, ça appartient à Lina et donc à l'État. Et donc, dès qu'on met quelque chose appartenant à l'État, France Télé, etc., ça strike. Ça strike les vidéos, donc je ne peux pas le montrer, malheureusement. Écoute, Mais allez sur Lina, refroidissement climatique. pour la petite histoire, donc ça vient des États-Unis, hein, ce refroidissement, puis après ce réchauffement. Donc c'est les mêmes qui ont cru et qui ont fait entendre le catastrophisme du refroidissement, donc Johnson, et ce même Johnson, donc pote aussi avec Al Gore, etc., qui a propagé ce réchauffement. C'est les mêmes. Hein. En fait, c'est la même clique dans l'idée toujours de faire peur. De toute façon, réchauffement. Donc il fallait, par le climat, voilà, par cela, faire peur aux gens parce que derrière, il y a la nouvelle société, quoi. Voilà, et puis faire peur aux gens, tu vois, c'est comme le virus. Le virus, on ne peut pas le voir. Le climat, on ne peut pas le voir. Le CO2, on ne peut pas le voir. Donc c'est tellement plus facile de faire peur aux gens par quelque chose qui n'est pas visible, sur lequel eux-mêmes, tu ne peux pas le toucher. Donc le climat est vraiment notamment par toute la famille Rockefeller, qui est fait un instrument politique de domination, assurément. Et qui dit domination dit aussi spoliation. Hein, parce que l'idée de dominer les gens... Dis-nous. Pardon. L'idée de dominer les gens, mais de le laisser avec l'argent, non, ça ne va pas. Il faut aussi qu'ils deviennent pauvres. Quand en réalité, on le sait bien, la pauvreté, c'est ce qui crée la maladie, ce qui ne va pas du tout avec, soi-disant, les idées de l'OMS, pour revenir aussi sur ce même, encore une fois, OMS-GIEC. OMS-GIEC qui se sont serrés la main, entre guillemets, hein, lors de la COP 28, hein, en déclarant que le climat, l'énergie fossile, en fait, mettait en cause la santé. Je ne te vois plus, je ne sais pas si tu es toujours là. Je ne sais pas si tu es toujours là. Enfin, donc voilà, le climat et santé, je te vois revenir. Ah. Voilà. Dès qu'on parle de climat, de GIEC, tout ça, ça fait. Il s'est passé quelque chose. La coupure. Des coïncidences. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, bon, c'est ainsi. Mais parce que moi, je remarque malgré tout que les gens, même chez nous, ne se rendent pas assez compte qu'en fait, ce dont on parle, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de ce que les mondialistes, l'État profond, l'institution, le système veut mettre en place. Voilà. C'est
enfin, je veux dire, c'est la pure matrice, quoi. GIEC, ONU, OMS, voilà. C'est, je veux dire que ce sera par le climat, je pense, qu'on arrivera à imposer l'euro numérique, les passes numériques, machin chose. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, surtout si le climat et la santé sont associés, puisque, comme j'ai dit, on estime que les énergies fossiles, il faudrait les supprimer au nom de la santé publique. Donc effectivement, tout est lié, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus de quoi l'on parle, si l'on parle du climat, si l'on parle de la santé, puisque les deux tout est mis ensemble. Faut comprendre ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'on estime qu'au nom du climat, plus de voitures individuelles, plus de logements individuels, ne plus circuler, ne plus acheter de vêtements, ne plus consommer tel et tel produit, c'est-à-dire que la répercussion, le lien entre le CO2 et le contrôle de ton CO2, ça veut dire une vie complètement réduite au minimum. Évidemment, pas pour tout le monde, mais pour l'immense majorité des gens. Et alors, je ne parle même pas aussi des projets en rapport avec l'euthanasie, qui n'a rien à voir avec l'idée d'une mort digne. La répercussion, c'est te dire, ça fonctionne sur un système absolument épouvantable qui s'appelle la honte, c'est-à-dire la honte de posséder. Donc, non, tu ne dois plus ne rien avoir. Est-ce que tu te rappelles, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me revient, c'est Ursula von der Leyen qui disait qu'on allait se prendre une douche froide et dire chouette, c'est pour l'Ukraine. Il y a vraiment cette idée d'en baver au maximum et grâce à en baver, on va sauver les autres. On va sauver rien du tout en réalité, puisque il est même question qu'on n'ait plus d'animaux domestiques aussi, hein, monsieur Jancovici. C'est là-dessus qu'on parlait tout à l'heure de consensus scientifique, de la notion de l'esprit scientifique. Quand on a compris ce qu'était la science qui n'est pas la vérité absolue, on peut de fait avoir un esprit critique quand on entend de telles assertions. C'est ça qui m'inquiète un peu sur ce nettoyage, ce lavage de cerveau qui est fait sur les jeunes. Parce que qu'est-ce qui nous permet aussi de comprendre? C'est notre mémoire, c'est ce qu'on disait par rapport à la canicule de 2003 ou 1976. Quand on se souvient de tout ce qui s'est déjà passé et sur lequel on ne mettait pas en relation avec le réchauffement climatique ou autre, là, c'est là qu'on voit la manipulation. C'est là qu'on ne peut plus accepter tout et n'importe quoi. Mais tu sais, des fois, regarde, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2023, janvier 2023, Emmanuel Macron parle de pire sécheresse qui arriveront à l'été 2023. Manque de bol, l'été 2023 a été excessivement pluvieux. D'ailleurs, je m'amusais à l'époque à faire des vidéos sur les torrents de flotte qu'on se fait à Paris. Il se trouve que même cette année-là, j'étais parti à La Baule. Et à La Baule, il pleuvait. Donc j'ai fait 4 jours à La Baule et 4 jours de pluie en plein juillet. Enfin, voilà. Et donc, je rigolais là-dessus, je faisais ces vidéos. Et que me répondaient les amis climatologues, dont notre ami docteur Serge Zaka, qui va venir en septembre, parce que voilà, on va lui mettre quelqu'un en débat. Bon, j'espère toi, Laurence ou d'autres, j'en sais rien. On va voir, parce qu'il faut aussi créer ce débat avec ceux qui adorent ces visions idéologiques. Eh bien, ils m'ont dit, non, tu te trompes. S'il y a de la pluie plus qu'il n'en faut, c'est à cause du réchauffement climatique. Alors là, putain, là, je sais pas quoi. Mais Mike, c'est les sécheresses asymptomatiques. Hein. C'est ça. Ça a été fait par BFM TV aussi. Je l'avais dit en conférence. Il fallait que je le dise parce que j'y croyais pas. J'arrivais même pas à le dire à l'oral tellement c'est costaud. Oui, si tu veux, tout devient réchauffement climatique. Le froid devient réchauffement climatique. Puisque au nom de ce réchauffement climatique, en fait, ça t'amène à cette privation, même la privation de tes sens pour voir réellement sur le terrain ce qu'il en est. Mais effectivement,
On a quand même aussi Macron, je crois que c'est mars 2022, qui voulait aussi voir pour nous faire un pass climatique aussi. Ça, c'est dans les tuyaux. Bon, alors est-ce que c'était aussi pour nous faire peur? Parce que à force de nous faire peur, même quand on arrive à avoir du recul, même quand on a une certaine capacité à voir ce qui sonne juste et ce qui sonne faux, à force d'être tout le temps aux aguets, on finit soi-même par ne plus être capable d'avoir ce recul nécessaire. Donc, d'avoir peur tout le temps, d'avoir tout le temps des mauvaises nouvelles et tout, on doit faire l'effort enfin, on doit faire l'effort de prendre de la distance par rapport à ça. Parce que nous-mêmes, on peut très vite être embarqués dans ce système de peur qui nous rend très vulnérables à n'importe quelle Et justement, croyance. comment ne pas avoir peur de ce type de prévision? D'abord parce que ce n'est pas des prévisions, c'est des prédictions. Donc, des prédictions, voilà, des prédictions, pardon. Alors, qui dit prédiction dit en réalité le climat, s'il y a quelque chose à retenir, mais il n'y a pas que le climat, c'est incertitude. On ne sait rien et on n'est sûr de rien. D'abord parce que tout climatologue sérieux sait qu'il ne sait pas comment tout fonctionne. Ce qu'on va prédire par rapport à El Niño ou El Niña, c'est peut-être pas ce qui va se passer. La vie, d'ailleurs, et c'est là où on peut mettre un peu de philosophie, un peu de joie, est tellement extraordinaire qu'elle nous réserve tout un tas de surprises. On va mettre tel et tel élément, on va dire qu'il va se produire ça, non, c'est pas du tout ce qui va se produire. Alors, je parle pas en politique, là, je parle au niveau de la nature. Ce qu'on croit qui va fonctionner, non, ça va pas fonctionner. Et à l'inverse, miracle, quelque chose va produire autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut être inquiétant quand même par rapport aux apprentis sorciers, hein, notamment, donc je pense à ces moustiques ARN ou toutes ces choses-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Oui, mais comment t'expliques aussi, c'est clair, et comment t'expliques aussi le fait que, certes, on parle du réchauffement, mais on ne parle pas du continent plastique qu'il y a dans l'océan. C'est quand même pas rien. Alors, le continent plastique. Ou par exemple, je sais pas moi, d'espèces animales qui disparaissent, des choses comme ça, tu vois. Ben oui, parce que alors le continent plastique, c'est extraordinaire là aussi, et parce que si tu veux, il y a des gens qui ont compris le réchauffement, il y a des gens qui ont, enfin le réchauffement, qui ont compris l'écologisme, qui ont compris le covidisme, mais pour le plastique, ils disent oui. En fait, il y a une confusion qui est entretenue, un amalgame même entre plastique et déchets plastiques. Il est évident que les déchets plastiques, et il y a plein de déchets plastiques très différents, hein, c'est pas le sac de caisse, hein, est à gérer. Comme n'importe quel déchet, comme le déchet carton, comme tous les déchets. Bon. Et je pense qu'on peut avoir tout à fait l'ingéniosité de trouver des solutions adaptées. Bon. Le continent plastique, en réalité, on ne voit quasiment pas le plastique, puisque c'est des microplastiques quasiment invisibles à l'œil nu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution. Ça veut dire que ce qu'on te met pour illustrer le continent plastique, en réalité, ce sont des décharges. Tu vois la manipulation? C'est-à-dire qu'en réalité, et puis en plus, on culpabilise les Français, on culpabilise le continent européen, alors que de la même façon que le CO2, nous sommes les moins pollueurs ou émetteurs à la fois de CO2, qui n'est pas un polluant, et à la fois de déchets plastiques, parce que ce continent plastique, il vient des fleuves qui n'ont strictement rien à voir avec la localisation du continent européen. Donc là aussi, tu as une manipulation. Ce qui encore ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution, qu'il n'y a pas de choses à faire. Mais à force de se tromper ou de tromper les gens sur l'origine du problème, du coup, on ne résout pas le problème et le continent plastique continue à grossir. Et comment t'expliques que les gens ont autant, en réalité, confiance dans ce qu'on leur dit? Parce que certes, tu as les sondages qui disent non, mais les gens n'ont pas confiance dans les journalistes, dans ceci, dans cela. Mais en réalité, lorsque, par exemple, sur Twitter, tu sors une info, par exemple, je vais sortir une de tes infos sur le continent plastique, eh ben, tu auras toute une bardée de gens qui vont me dire non, mais Le Monde a écrit comme ci, le Gus, là, Libé a écrit comme ça. Comment t'expliques justement que la majorité ont malgré tout confiance dans ce type d'information?
En même temps, là, tu viens de citer Le Monde et l'IB, qui sont des journaux extrêmement financés par les mêmes qui dirigent l'opinion sur les réchauffements climatiques, etc. Donc, c'est peut-être pas... la réalité, c'est que nous sommes amenés à croire. On ne peut pas ne pas croire. Bon, alors est-ce que c'est de la confiance? J'en sais rien, mais on est bien obligé de croire certaines choses, ou en tout cas, on ne peut pas faire des recherches sur tout. Et puis même si on faisait des recherches, de la même façon que je parlais de l'esprit scientifique, c'est pas pour ça qu'on saurait la vérité absolue sur telle et telle chose. Je crois qu'il y a un besoin aussi des gens de se dire qu'ils savent. Et quand on sait, on est quelqu'un d'important. Quand on sait, on peut dominer une discussion. Il y a cette difficulté à accepter qu'on ne sait pas. Alors, à chaque fois, en fin de conférence, je remets toujours ce cher Jean Gabin qui dit « Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais ». Moi, l'aphorisme que je dis, c'est « Seul le savant se sait ignorant ». C'est difficile pour les gens d'accepter de se dire « Je n'ai pas raison » ou « Là-dessus, je ne maîtrise pas l'information ». Évidemment, mais regarde, on voit par exemple, je vais prendre un exemple bête. En quelques années, on va prendre, tiens, la météo qu'on voit à la télé. On nous montrait des cartes de France avec, je sais pas moi, des nuages, des logos soleil, machin. Ok, il faisait 30 degrés, très bien. Bon. Aujourd'hui, pour le même type de température, on va mettre la carte de France en rouge, écarlate, bordeaux, Noir. comme si la France brûlait. Et j'ai l'impression que les gens n'ont pas vu le basculement. Ils disent, mais c'est bizarre quand même, quand j'étais il y a 10, 15 ans, on mettait un logo, et là maintenant, c'est la France qui est rouge écarlate. Même pas 10-15 ans, puisque j'avais montré une image que j'avais trouvée sur Twitter avec une présentation météo en 2017, bien verte, et la même, avec exactement les mêmes températures, bien rouge. 2017, c'est pas si vieux, hein. C'est même pas 10-15 ans en réalité. C'est 8 ans. On a quand même l'impression, là il faudrait voir exactement, mais que l'effet Covid a amené à une précipitation, en plus de l'idée d'un agenda de 2030, et de se dire, tiens, on va profiter de ça, de ces gens qui sont submergés pour en exagérer les choses. Alors, qu'est-ce que les gens croient? Déjà, il faudrait regarder la télé. C'est vrai que moi, je ne la regarde pas. Donc, sans doute, ça peut expliquer que je me sois moins angoissée, ou peut-être plus réaliste, ou plus... mais attends, j'ai mon chat qui arrive, je suis désolée. Voilà. Bon, s'il veut participer, on le verra à l'image. Tu peux le prendre, hein, t'inquiète pas, comme tu fais comme Pierre Jovanovic. Ah oui. Voilà, on a vu ça que déjà. Voilà, on a vu ça que. Bon. Vas-y. Donc c'est très récent ce changement-là. Et évidemment, donc moi je regarde pas la télé, donc je me rends pas compte, de la même façon que pendant le Covid, je ne me rendais pas compte de tout ce suivisme et de toute cette panique, puisque fondamentalement, si tu éteins ta télé, ou si tu la regardes pas, ou si tu regardes pas le journal télévisé, t'es pas pris dans la doxa. Donc ça montre bien aussi que suivant ce que tu regardes, tu vas croire à quelque chose d'effrayant. Sur la météo, il y a eu des présentateurs qui ont été virés. Rappelons quand même que Radio France, donc c'est quelle année, je crois, c'est 2022, qui parle de son tournant climatique, qui parle de consensus scientifique, et qu'il faut absolument ne pas dire l'inverse de ce consensus scientifique, c'est-à-dire qu'il dit il n'y a pas de débat. Radio France, dans sa charte, dit il n'y a pas de débat. Donc effectivement, ça explique ces cartes noires. D'ailleurs, à quelle couleur ils vont passer, parce qu'à force de crier au loup, le jour où il y aura peut-être un problème, peut-être, c'est possible qu'il puisse y avoir un problème qui n'a rien à voir avec un réchauffement tel qu'il est présenté. À force de crier au loup, faut voir que maintenant, dès qu'il fait 30 degrés, tu as une alerte quand même. C'est vrai. C'est une alerte à quoi alors? C'est pareil pour ces incendies de forêt.
Alors c'est dans l'Aude, moi je connais un peu, à côté, les Pyrénées-Orientales par exemple, parce que j'avais une grande tante qui avait, une maison là-bas et heu et je me rappelle que du côté des Pyrénées-Orientales, il y avait, mais depuis que j'étais gosse, hein, il y avait des feux de forêt, voilà. Ouais. Bon, c'est pas nouveau. Pourtant, là, le feu de forêt dans l'Aude, on l'a appelé l'incendie du siècle. On l'a appelé incendie du siècle. Je sais pas si tu te rends compte. Il y a ce, donc, bon, là, on voit clairement le message catastrophiste. Est-ce que les gens voient l'insensé, l'exagération, l'incendie du siècle, c'est une instrumentalisation. Moi, voilà, je comprends pas réellement. Alors, on peut se dire que cet été, il y avait rien à dire, donc ils se sont emparés de ce climat. Pardon, tu vois, même moi, du coup, je me fais à me dire de climat alors que ça n'a rien à voir avec le climat. On est évidemment dans un schéma politique, de politiques qui ne sont pas vraiment des politiques. Pour moi, le Premier ministre, c'est pas vraiment un homme politique. C'est quelqu'un qui est en représentation, qui dit ce qu'on lui dit de dire, de la même façon que Emmanuel Macron. En réalité, on nous parle de science, que l'on peut voir comme instrumentalisé ou en tout cas transmis comme une forme de religion, avec des missions qui sont données aux gens et notamment aux jeunes de sauver la planète. En fait, on est sur une politique, enfin une mauvaise politique. Donc, qu'est-ce qui est de l'information? Ben non, c'est même pas de l'information, c'est de la communication politique, parce qu'on n'est même plus dans de la politique là pour le fait du siècle. Mais là, encore une fois, et là, c'est le travail aussi des journalistes, enfin des vrais journalistes, c'est justement rappeler la mémoire. Qu'est-ce qu'on fait aussi, tu sais, quand Macron nous dit il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'identité, c'est une façon aussi de nier la mémoire. Tu te rappelles quand tu étais venu à Nexus, j'avais passé des interviews de jeunes par rapport au 8 mai. Oui, c'est ça. Là, j'ai passé des interviews de jeunes par rapport au 14 juillet. Ils ne savaient pas ce qu'était le 14 juillet. Ça montre bien que quand on retire la mémoire des gens, ou qu'on ne leur enseigne pas, effectivement, si on leur dit c'est l'incendie du siècle, ben, ils vont y croire. Puisqu'on ne leur donne pas de repères, puisqu'on ne contextualise pas. Évidemment que ce n'est pas l'incendie du siècle, c'est l'incendie, même pas de cette année d'ailleurs. Il va y en avoir d'autres, des incendies. Pourquoi celui-ci d'ailleurs? Est-ce que c'est évidemment pour cacher ce qu'on a dit tout à l'heure, la possibilité de mettre en place sur ce terrain devenu nu une entreprise de photovoltaïque? J'en sais rien. Pourquoi tout ça est monté en boucle? On devrait plutôt, justement, quand on nous parle d'incendie du siècle, de se dire, d'avoir tout de suite la petite musique qui dit pourquoi. Parce que ça ne peut pas être l'incendie du siècle. En tout cas, je te remercie, chère Laurence. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Déjà, à Nexus. À Nexus, donc, je fais une chronique mensuelle qui est la lecture de mes billets d'humeur. Donc là, j'y serai le 29 août. Donc, on peut aussi me retrouver sur mon YouTube parce que je les remets après sur YouTube à chaque fois, sur la chronique. Je serai aussi le 5 septembre à la soirée Nexus. Et aussi le 13 septembre à Arras pour parler de l'écologisme aussi de la même façon. Tu vas animer une table ronde, c'est ça? Je vais animer une table ronde. Le 13 septembre, Arras, précisons aux gens, pour la réunion annuelle des Patriotes de Florian Philippot. Des Patriotes de Florian Philippot pour unir les souverainistes. Il faut bien aussi, parce qu'on en a moins parlé, même si j'ai parlé des énergies fossiles, mais la notion même de souveraineté est mise à mal à partir du moment où on arrive dans l'idéologie du réchauffement climatique. Puisqu'il ne peut y avoir de souveraineté d'un pays, vu que ce n'est plus le pays qui décide de son énergie.
ni de la circulation, donc ZFE, ni de tout ça. Donc voilà, j'ai aussi un site sur lequel on peut me retrouver, on peut lire les billets. Voilà. Et Voilà bientôt ton livre sur l'écologisme. et le livre sur l'écologie, non spécifiquement par rapport au CO2, puisqu'effectivement, tu retires le CO2, il n'y a plus rien qui tient. D'un point de vue philosophique, puisque moi je ne suis pas scientifique, mais justement, la philosophie permet de prendre ce recul pour voir ce qui est science et ce qui n'est pas science. Et justement, cette différence entre la science et la vérité qu'on voudrait Merci à nous. toi, chère Laurence. Voilà, vous pouvez retrouver sur tous ces canaux notre ami Laurent, journaliste, philosophe. Merci à vous d'avoir été si nombreux, près de 3000 personnes en direct. Merci beaucoup de votre confiance. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Et nous, on se retrouve demain midi et demi et à 17h. À 17h. Un grand reportage que j'ai fait auprès des gens, plutôt un micro-trottoir. J'ai demandé aux gens s'ils savaient ce qu'était le souverainisme, aux Parisiens, voilà, dans Paris. Est-ce que les gens savent ce qu'est le souverainisme? Donc demain, GPTV Investigation, cliquez sur GPTV Investigation. Demain, 17h, allez, passez une excellente soirée. Salut, ciao. Bonne soirée, au revoir.